bienvenue dans le 56cast numéro 98. Aujourd'hui, c'est le Californium Cast. C'est le 56cast de l'élément Californium. C'est l'élément qui a 98 protons. Donc, alors j'ai décidé qu'on allait s'instruire un petit peu. Parce qu'il suffit pas de dire Californium comme ça. Le Californium est un atome qui, en fait, c'est un élément qui, sous sa forme pure, avec que des atomes, dans des conditions normales de température et de pression, c'est un métal. Merci Wikipédia. On ne l'a jamais vu dans la nature. On pensait à un moment en trouver dans les supernovas, mais en fait, non, il n'y en a pas. Ou en tout cas on ne l'a pas trouvé. Par contre, il a été synthétisé en laboratoire en 1950 par des chercheurs californiens, d'où son nom, Californium. Et voilà, vous êtes intelligents. Et ça ne va pas s'arrêter là. Hein. Et ça ne va pas s'arrêter là. Parce que dans 30 minutes, vous serez beaucoup plus intelligents. Un gros programme aujourd'hui avec Catherine Bourguin, bonjour. Bonjour. Et Erwan Cario, bonjour. Bonjour. Et que je suis très heureuse d'accueillir. Alors vous êtes généticienne, spécialiste de CRISPR-Cas9, une technique, on va en parler beaucoup, de réécriture du génome. Et vous êtes chargé de recherche à l'INSERM, donc c'est l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. Et vous étiez dans le comité d'éthique qui s'est penché sur les questions éthiques liées à CRISPR-Cas9, c'est ça? Je suis dans le comité d'éthique de l'INSERM qui s'est penché sur cette question. C'est entre autres penché là-dessus. Voilà. Ok, super. Donc c'est notre quartier libre. Donc c'était en juin 2016, le comité d'éthique de l'INSERM s'est penché sur les questions d'éthique autour de CRISPR-Cas9 et vous avez rendu un avis. Donc déjà, si on rembobine au tout début, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Déjà, CRISPR-Cas9, c'est rien à voir avec notre Premier ministre, pardon. Non, mais c'est fait, voilà. Je fais plus. C'est une technique de modification de l'ADN et aussi d'autres molécules potentiellement, mais au départ de l'ADN, qui est en fait un mécanisme qui existe naturellement dans les bactéries, chez les bactéries. C'est un mécanisme qui leur permet de se défendre contre les attaques des virus et qui a été identifié, amélioré, transformé pour pouvoir devenir ce qu'on appelle un outil de génie génétique, c'est-à-dire un outil qui permet, quand on veut modifier quand on veut modifier l'ADN, de le faire. Et ce que permet CRISPR-Cas9, et ce qu'on faisait moins bien avant, c'est de le faire avec plus de précision. D'accord. C'est-à-dire au brin près, Alors en fait, ça fait longtemps qu'on modifie l'ADN. Ça fait même partie, depuis les années 80, 70, les premiers outils. Et en fait, il y a toute une succession de technologies toujours un petit peu meilleures, qu'on maîtrise un petit peu mieux pour modifier l'ADN. Et l'idéal étant qu'on cherche à vouloir le modifier à un point très précis. Voilà. Alors, ce que fait CRISPR, c'est qu'effectivement, c'est un degré de précision encore inégalé. Ça, c'est une première chose. Et c'est surtout un outil qui est très facile à utiliser. Et donc, quand on veut, finalement, chaque chercheur qui se pose une question et qui veut modifier quelque chose peut assez facilement customiser, adapter son outil CRISPR-Cas9 pour modifier exactement la séquence qui lui l'intéresse. C'est programmable, quoi. C'est programmable, c'est complètement programmable, c'est modulable, programmable. On va rentrer un tout petit peu plus dans le détail parce que moi j'aime bien comprendre vraiment comment fonctionnent les choses. Alors j'ai une vidéo qui montre au départ la technique des bactéries pour se défendre des virus. Sur un système naturel utilisé par les bactéries pour se protéger protéger des des infections virales. Lorsqu'une bactérie détecte la présence d'ADN viral, elle produit un premier ARN qui correspond à celui du virus envahisseur. Un second s'y associe et ils recrutent ensemble la protéine Cas9. Dans ce complexe, lorsque l'ARN, appelé ARN guide, trouve sa cible dans le génome viral, la Cas9 coupe l'ADN et désactive ainsi le virus. Donc en fait, on a deux brins d'ARN. Donc les ARN, c'est des brins qui sont complémentaires de l'ADN. L'ARN, c'est une molécule qui ressemble à l'ADN, mais qui n'est pas tout à fait la même. Et là, qui copient une séquence, un petit bout du virus, de l'ADN du virus, comme une sorte de carte d'identité en fait, pour le reconnaître, c'est ça? C'est-à-dire qu'en fait, ces virus en question, c'est des virus dont, le principe vital, c'est qu'ils ont de l'ADN, ou de l'ARN d'ailleurs, mais bon, bref. Et du coup, le principe de réponse, l'arme qu'a la bactérie, c'est de détruire l'ADN de ce virus quand le virus rentre chez elle. Et pour détruire ce virus, en fait, cet ADN, il envoie comme un peu des armes, des petits brins d'ARN qui sont spécifiques de ce virus. Donc et qui vont reconnaître spécifiquement l'ADN du virus. Et la Cas9, qui est une protéine, va venir et va couper à l'endroit précis, ce qui veut dire que c'est spécifiquement l'ADN de ce virus, et pas celui de la bactérie, qui sera détruit.
Donc du coup, ça empêche que l'ADN de ce virus se développe, se multiplie dans la cellule et qu'il envahisse la cellule et qu'il la tue à la fin. Donc dans CRISPR-Cas9, on a CRISPR, c'est les bouts qui reconnaissent la cible, et Cas9, c'est la partie qui coupe, Voilà, la protéine c'est qui ça, coupe. exactement. C'est exactement ça. Et après, on l'a adapté pour faire ça sur commande et là où nous, on en a envie. Alors, c'est ça, les différentes adaptations consistaient à pouvoir utiliser ce mécanisme en dessinant nous-mêmes, les chercheurs, l'ARN, le petit bout d'ADN, la séquence d'ADN qu'on va cibler. Et pour ça, on définit l'ARN. Et c'est ça qui est très pratique, c'est qu'en fait, on sait très bien synthétiser les ARN. Il y a des machines maintenant qui le font très bien. Imprimante 3D. Exactement. Et du coup, il suffit qu'on choisisse, qu'on connaisse la séquence qu'on veut cibler. Et c'est un code, ni plus ni moins. On peut commander. Synthétiser la séquence d'ARN qui correspond et du coup avoir un kit qui est exactement designé pour ce dont on a la séquence qu'on veut cibler. Ok, alors deuxième petite vidéo. Une fois dans le noyau d'une cellule eucaryote, le complexe CRISPR-Cas9 va rechercher sa séquence cible sur l'ADN. Lorsque la correspondance est bonne, la Cas9 peut couper l'ADN tel un ciseau moléculaire. Et ensuite, la nouveauté, c'est que maintenant, on s'en sert... Parce que là, elle est cassée, là. Là, elle sert à rien. Là, on a juste cassé. Alors, je crois que casser, ça sert déjà à quelque chose parce que... Effectivement, parce qu'en fait, quand ça casse, il y a des mécanismes naturels dans les cellules pour réparer. Et la plupart du temps, quand c'est pas réparé juste en étant juste recollé comme ça. Et donc, il manque toujours une ou deux petites bases de l'ADN, voilà. Et du coup, c'est une façon d'inactiver une séquence. C'est-à-dire que si on a un gène à cet endroit-là, c'est-à-dire un bout d'ADN qui permet de fabriquer une protéine, le fait de l'avoir coupé et cousu sans faire attention aux détails, du coup, l'ADN ne pourra plus produire cette protéine et donc c'est une façon d'inactiver la production de cette protéine dans la cellule. Donc ça, c'est un mécanisme qui permet naturellement de modifier le fonctionnement de la cellule puisqu'elle ne pourra plus produire cette protéine. C'est clair ? Ouais. Et enlever un gène, ça sert aussi, par exemple, à comprendre à quoi il sert si on ne le savait pas encore. C'est une façon de les étudier. Tout à fait. Alors, par exemple, ça peut être effectivement comment va se comporter la cellule maintenant qu'elle ne peut plus produire cette protéine-là. Qu'est-ce qui se passe ? Je te coupe un pied, tu tombes et j'ai compris à quoi servait ton pied. Voilà, le pied sert à marcher. Oui, c'est pas mal. Et donc, et alors en 2012, c'est l'équipe d'une chercheuse française qui s'appelle Emmanuelle Charpentier et d'une américaine qui s'appelle Jennifer Doudna. Elles ont apporté quoi par rapport à ça ? C'est-à-dire qu'en fait, c'est une longue histoire qui va de la première fois qu'on a identifié ce mécanisme dont on vient de parler chez les bactéries, jusqu'à la fois où, pour la première fois, elles ont réussi à montrer qu'elles pouvaient produire ce système au laboratoire et l'injecter dans des cellules pour modifier ces cellules. Donc, elles ont montré qu'elles étaient capables d'utiliser ça comme outil moléculaire, en fait. Jusqu'à présent, c'était plus un mécanisme qu'on avait décrit, qu'on commençait à comprendre, etc. Mais c'était pas devenu un outil qui pouvait nous servir en tant que chercheurs à agir et à tester les cellules, etc. Donc, elles ont produit l'outil en le recopiant et en le modifiant un peu. Parce qu'il ne pouvait pas être utilisé tel quel. Ouais. Surtout que maintenant, on peut aussi, une fois qu'on l'a coupé, suggérer à la cellule de remplacer par un bout d'ADN qu'on lui donne. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des mécanismes, il y a des mécanismes de réparation de l'ADN qui existent très naturellement. Il y en a plusieurs. Et il y en a certains qui permettent, si on amène en plus de ce qu'on a apporté, c'est-à-dire l'ARN et le Cas9, si on amène en plus un bout d'ADN qu'on veut intégrer. Eh bien, il y a des mécanismes qui permettent naturellement là où on a coupé, au lieu de refermer mal, comme je disais tout à l'heure, d'intégrer à l'intérieur une séquence qu'on a introduite. Voilà. Ouais. Et à ce moment-là, ça permet effectivement d'ajouter de l'ADN dans la cellule. Ok. Et alors, c'est mon dernier petit bout de vidéo, c'est Science Étonnante sur YouTube qui a fait une super vidéo, super pédagogique sur la technique. Et ça, Doudna et Charpentier ont montré qu'en fait, ça marchait assez facilement parce qu'il existe dans les cellules un mécanisme de réparation qu'on appelle la recombinaison homologue, qui fait que si jamais il y a un morceau d'ADN qui est endommagé, les cellules vont en permanence essayer de le restaurer. Et le petit miracle, c'est que, imaginons que vous vouliez couper un gène et le remplacer par une variante de ce gène, donc vous programmez Cas9 pour faire la découpe, et ensuite vous injectez dans le coin le nouveau gène que vous voulez faire. Et grâce au mécanisme de recombinaison homologue, c'est votre nouveau gène qui va être pris et utilisé pour faire la réparation. Et donc, voilà. Et donc c'est simple, et donc c'est pas cher, et c'est pour ça en fait que ça va tout changer. C'est ça ? Alors, c'est simple parce que c'est simple, encore une fois, à customiser à sa sauce, à adapter à sa sauce. On peut vraiment le faire très facilement, comme je le disais, avec des espèces d'imprimantes 3D, c'est exactement ça. C'est pas cher.
Et techniquement, ça requiert bien sûr un savoir-faire, mais qui n'est pas non plus de l'ordre de quelque chose qui demande des mois et des mois d'apprentissage. Donc c'est une technique qui s'apprend assez vite. Et comme toujours, c'est essentiel de savoir combien de temps il faut pour maîtriser une technique. Et en fait, il y a des techniques qui étaient précédentes, qui étaient pas très loin, qui permettaient déjà de faire des choses assez similaires, mais qui coûtaient plus cher, qui étaient plus compliquées à maîtriser. Voilà. Donc finalement, ce qui caractérise CRISPR, c'est pratiquement le fait que ça peut être utilisé par beaucoup de laboratoires. D'ailleurs, c'est hallucinant à quelle vitesse, entre le moment où ça a été publié, les premiers papiers dans la littérature scientifique, et aujourd'hui, à quelle vitesse les laboratoires partout en France, si on prend par exemple le cas français, dans des domaines très variés, se sont emparés de ces technologies. Parce que, en fait, ça requiert des compétences que tout le monde quasiment avait déjà, et qu'on pouvait apprendre avec une petite formation, on pouvait s'y former, et hop, tout le monde peut l'utiliser. Donc c'est presque plus un effet de seuil, en fait, comme si tout d'un coup, les laboratoires étaient prêts, tout le monde faisait beaucoup de la génétique, beaucoup de la recherche aujourd'hui est entourée, est focusée s'intéresse à l'ADN d'une façon ou d'une autre, et donc du coup, quand une technique comme ça arrive, elle peut se diffuser hyper vite. Donc, plus elle se diffuse et plus on en teste les potentialités dans différentes situations. J'ai cru comprendre qu'il y a plein de startups qui se créent uniquement pour faire ça. Complètement, du coup, mais dès le départ, en fait. De toute façon, toute ces biotechnologies, parce qu'on est vraiment au cœur de la biotechnologie, c'est-à-dire la technologie pour modifier le vivant, depuis les années 80, c'est un domaine, alors surtout aux États-Unis, mais qui, un peu ailleurs maintenant, de plus en plus dans le monde, est un domaine très investi par les entreprises privées et les startups en particulier. Et donc, c'est une culture de la startup qui était là avant CRISPR. Mais quand CRISPR arrive, on vend tellement toutes les potentialités qu'on pourrait en retirer que du coup ça permet de lever énormément de fonds et donc de créer autant de startups qui peuvent avoir les moyens pour lancer des activités et tester des choses un petit peu dans toutes les directions. D'où une certaine urgence quand même, d'après ce qu'on voit dans ce que vous dites, cette technologie arrive, elle est adoptée finalement avant même qu'on puisse se poser les questions sur qu'est-ce qu'on en fait, dans quel cadre on est et quels sont les débats, finalement, et là on y vient, quels sont les débats éthiques que ça pose. C'est-à-dire que la technologie est arrivée, c'est diffusé à des startups dont l'ambition généralement est plutôt de faire des bénéfices et de faire ce genre de choses, avant même qu'on ait eu le temps de se poser des questions éthiques. Et c'est d'où l'urgence que vous vous empariez de cette question, et c'est comme ça, Complètement. C'est que, en fait, la technologie est arrivée, d'une certaine façon, on pourrait dire, dans un contexte où tout était prêt pour la recevoir. Et donc, du coup, dès qu'elle arrive, comme un feu de forêt, en fait, ça prend très très vite. Et ce qu'on pensait être des garde-fous éthiques, etc., qui étaient posés, n'avaient pas prévu une telle explosion des usages, et donc du coup on teste vraiment dans toutes les directions. Donc effectivement il y a une urgence à poser les questions, et moi j'élargirais, je pense que c'est pas qu'une question, ce ne sont pas que des questions éthiques, parce que éthique c'est vraiment associé, il y a plein de sens à ce mot, mais à une notion de morale. Mais il y a aussi des enjeux économiques extrêmement importants avec CRISPR, parce qu'on va faire des choix économiques, et quand on décide de développer plutôt telle technologie que telle autre, l'autre on la développe pas, donc il y a des choix sociaux, ça va avoir des conséquences importantes, et donc c'est vraiment des questions de société au sens large, et qui se réduisent pas, entre guillemets, à une posture philosophique un peu morale. C'est politique, en fait. C'est complètement politique dans toutes les dimensions, tous les sens du terme, vraiment. C'est Alors, ça. qu'est-ce que ça pose par exemple comme question ? J'ai vu que dans le résumé du débat que vous avez eu à l'INSERM, il y a 3 grandes catégories de questions que ça pose. C'est sur l'application à l'homme, l'application à l'animal et les risques d'atteinte à l'environnement. Alors effectivement, à partir du moment où c'est une technologie qui touche le vivant, elle touche à tout le vivant. Donc si on reste sur... je vais prendre dans l'ordre inverse quasiment de ce que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire si on commence sur l'environnement, et en particulier sur la question de la modification du végétal, CRISPR rentre complètement dans l'existant sur tout ce qui est organisme génétiquement modifié. Donc CRISPR, c'est une technique nouvelle. J'ai vu que par exemple, on utilisait, ou on voulait, je ne sais pas si c'est déjà fait, utiliser CRISPR-Cas9 pour rendre les céréales plus résistantes au mildiou. Donc est-ce que ça, c'est considéré comme un OGM ou pas ? Alors ça c'est un vrai débat, parce que figurez-vous, alors là on rentre, c'est pour vous dire à quel point c'est politique, la définition en Europe et aux États-Unis des OGM déjà n'est pas la même. Parce qu'en Europe, on a une directive européenne qui précise ce que sont les OGM et qui considère qu'un OGM, c'est quelque chose qui a été donc génétiquement modifié, dans lequel on a rajouté
on a modifié l'ADN et souvent on rajoute une séquence dans l'ADN. On l'a vu, hein, avec CRISPR, des fois on ne rajoute pas de séquence. Juste, on reboot, mais on reboot mal. Hein. Oui, bon. Alors, et il se trouve que dans cette directive, il y a des exceptions. Qui disent dans certains cas, certaines techniques, on pourrait croire que c'est des OGM, mais en fait, on ne va pas les considérer comme des OGM. Sachant qu'en Europe, si on est OGM, il y a toute une série de règles qu'il faut respecter sur évaluer la sécurité, la qualité du produit, etc., qui ne sont pas applicables aux produits non OGM. Hein, donc, être étiqueté OGM aujourd'hui, en Europe, c'est contraignant, c'est lourd, et ça veut dire que développer le produit va coûter beaucoup plus cher à l'entreprise. Donc, les entreprises et l'étiquetage aussi pour informer les populations. Hein. Donc, les entreprises semencières, les grosses entreprises semencières n'ont pas du tout envie d'être étiquetés OGM, que leurs produits soient étiquetés OGM. Donc ils sont très contents de se dire, tiens, CRISPR, ça se trouve, enfin, on va tout faire pour être considéré non OGM, être dans les exceptions, et donc de pouvoir, alors qu'on modifie l'ADN, ne pas être concerné par les réglementations OGM. C'est-à-dire, si on prend le sens premier du terme organisme génétiquement modifié, CRISPR-Cas9 entre de plein pied là-dedans parce que c'est la définition même, mais la définition légale européenne de organisme génétiquement modifié est définie par une directive et en fait il va y avoir, comme on le sait, des lobbies et plein de gens qui vont se battre pour que justement ce cas d'organisme génétiquement modifié n'entre pas dans la directive. Ah voilà, alors en fait le débat est en cours, il n'a pas été tranché, donc c'est vraiment une question politique majeure. En France, la France doit donner son avis. Est-ce qu'elle considère que les techniques comme CRISPR sont des OGM ou pas? Pour le moment, elle a repoussé la décision. Et donc, est en jeu le fait de savoir si, oui ou non, les plantes génétiquement modifiées par CRISPR seront des OGM ou pas. Hein, alors que, évidemment, voilà, pour moi, c'est une évidence, mais voilà, voilà. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'aux États-Unis, c'est le contraire. Hein. Moi, j'ai rencontré des ONG américaines environnementales. En fait, aux États-Unis, être étiqueté OGM, enfin, on n'est pas étiqueté. Hein. Depuis les années 80, il y a eu des lobbies très forts aux États-Unis, et donc, quand on est génétiquement modifié, aucune règle particulière applicable. Donc, les ONG environnementales américaines, elles, ne veulent pas que les plantes modifiées par CRISPR soient considérées comme des OGM au sens de la définition américaine. Parce qu'alors, elles ne seront pas régulées. Vous voyez, ça complique les choses. On est pas mal. Donc là, on voit qu'on est dans un débat politique. Ça, c'était sur les plantes. Ça, c'est sur le végétal. Sur les animaux. Alors, sur les animaux, c'est pareil, on rentre dans cet immense questionnement autour de la modification génétique des animaux. Hein. Donc on sait aujourd'hui déjà faire des porcs génétiquement modifiés, des moutons, voilà. L'exemple qui a le plus circulé, je crois que c'est ces chiens. C'est une expérience chinoise qui était en 2015 pour développer la musculature des chiens. Parce qu'en fait, il y a alors je crois que c'est une protéine, oui, la myostatine, qui limite le développement des muscles. Et donc, quand on désactive cette protéine, on a 2 fois plus de muscles. Alors ça, c'est des photos, je vous montre à quoi ça ressemble. Hein. Un chien qui a ça de manière naturelle. Ça, voilà, ça c'est une mutation naturelle, mais si on le désactive exprès, les chiens développent une musculature énorme et les Chinois ont commencé à faire ça. Ouais. Alors les Américains aussi ont fait des vaches sans cornes pour pouvoir les entassser encore plus dans les élevages industriels. Parce qu'évidemment, qui dit cornes, dit risque de blessure. Hein. Donc là, on rentre vraiment dans des questionnements qui sont très importants sur jusqu'où l'homme peut se servir des animaux comme de machines, transformer des animaux en machines à produire sans réfléchir à la question du bien-être animal, à la question de... Là, on s'éloigne très très loin quand même du bien-être animal. Hein. On est très loin des questions de bien-être animal. Et donc cette vision de l'animal comme une machine complètement adaptable, modifiable, comme si c'était un bien de consommation. Voilà. C'est une question qui est absolument cruciale. Et CRISPR, encore une fois, ça accélère parce qu'en fait, maintenant, on est capable, on n'en a pas encore parlé, mais avec CRISPR, de modifier en fait un animal à partir de la cellule embryonnaire, c'est-à-dire la première cellule qui est à l'origine d'un animal, quand il y a le spermatozoïde et l'ovule qui se rencontrent. Ça crée donc cette première cellule initiale et avec CRISPR, on arrive, alors plus ou moins bien, c'est pas encore complètement contrôlé, mais on est en train d'essayer de stabiliser, de modifier cette cellule-là directement, ce qui fait qu'ensuite toutes les cellules qui vont découler de cette cellule-là seront modifiées et donc en une génération,
on crée un animal génétiquement modifié. Alors que jusqu'à présent, les technologies qu'on avait permettaient aussi de faire des animaux génétiquement modifiés, mais ça prenait plus de temps. Parce qu'il fallait faire des croisements. Alors si c'est des animaux qui ont un temps de vie un peu long, ça peut prendre du temps de faire 3-4 générations. Alors que là, hop, en un seul coup de cuillère à peau, on modifie directement l'animal. Sachant que c'est tout... finalement, la question, au-delà du bien-être animal, et qui est déjà une question très importante, c'est la question de la biodiversité et la question de mettre un élément nouveau dans cette biodiversité qui a quand même quelques millions d'années derrière elle et qui a évolué lentement avec des équilibres complexes et tout ça. Et on ajoute des éléments dont on ne sait rien en fait. On ne sait pas comment ils s'intègrent dans cette biodiversité-là. Ça, complètement. Oui. Quand on modifie un embryon, est-ce que c'est héréditaire après? Complètement. À partir du moment où on a modifié l'embryon, c'est-à-dire que toutes les cellules de l'être qui va grandir à partir de cet embryon seront modifiées, y compris les cellules qui donneront naissance au spermatozoïde ou à l'ovule que lui-même va transmettre. Donc c'est complètement transmissible. On influe sur l'évolution de l'espèce. On influe sur l'évolution de l'espèce, et ce que vous disiez est tout à fait juste, on influe à une vitesse, c'est-à-dire que bien sûr que naturellement les êtres vivants évoluent, mais là on introduit une vitesse d'évolution qui n'a rien à voir avec les processus naturels, et même rien à voir avec ce qu'on pouvait faire avant quand il fallait un certain nombre de générations. Et en fait, tous les travaux assez récents qui ont pu être menés par des biologistes spécialistes de l'évolution montrent que cette question du temps, qui n'est pas facile à faire rentrer dans les équations, donc voilà, on a du mal à analyser les effets, mais c'est effectivement quelque chose qui a un effet très important sur le vivant, le temps. Voilà. Donc, oui, ce qui est complètement incompatible avec le capitalisme et les startups. De donner le temps de l'évolution et du darwinisme. En tout cas, c'est une vraie problématique. Et voilà, si c'est pas pris en compte, si on considère que c'est pas un élément, bah forcément, voilà. Et puis l'humain. Juste sur l'animal, dernier truc, et sur l'avis de l'INSERM, il y avait marqué qu'il y avait un risque de transfert latéral de gènes, c'est quoi? Alors ça c'est le cas de quasiment toutes les modifications, enfin en tout cas du vivant, c'est que on s'est tout à fait rendu compte, si on prend les plantes génétiquement modifiées par exemple, on va modifier un colza. Et en fait, au bout de quelques générations, on va se rendre compte que les cousins du colza, parce que le colza c'est une crucifère, c'est une famille de plantes qui sont très nombreuses, sauvages. Il y a beaucoup de crucifères sauvages, et donc ça peut passer d'une espèce à l'autre. Ah oui. Donc le principe de transfert horizontal, c'est quand au lieu qu'un gène soit toujours transmis du parent à l'enfant, etc., de façon verticale, c'est un transfert horizontal entre espèces. Et en fait, les autres espèces, ça peut passer dans des bactéries, etc. Donc en fait, on sait, au début, on avait une vision de l'ADN. Longtemps. C'était justement dans les noyaux, là on a bien vu la cellule eucaryote à l'intérieur, il est protégé, il ne bouge pas. Et en fait, plus on étudie l'ADN et plus on se rend compte qu'au contraire, l'ADN, il y en a partout, ça circule. Une femme enceinte a de l'ADN de son bébé dans son sang, et 15 ans après avoir eu un fils, la femme, elle a encore de l'ADN Y, enfin de son fils dans le sang. Donc il y a des circulations comme ça qui sont beaucoup plus grandes que ce qu'on pensait. Et donc il peut y avoir complètement des transferts de gènes de façon interespèce. Il suffit, enfin, c'est pas des mécanismes qui arrivent souvent, mais plus on diffuse des organismes génétiquement modifiés, et plus on a de chances que ça arrive quelque part. Et via les parasites aussi, sans doute, non? Complètement, via les parasites, via les bactéries qui peuvent passer d'une espèce à l'autre, etc. Parce qu'à propos de parasites, il y a des moustiques aussi où on a essayé de les rendre imperméables à la malaria pour plus qu'ils puissent le transmettre. Alors là, effectivement, c'est encore quelque chose qui est encore une étape au-dessus, c'est-à-dire qu'on va associer les modifications de CRISPR avec un autre type de modification qu'on appelle le forçage de gènes, en français, ou gene drive en anglais, et qui consiste on va modifier un moustique pour qu'il ne puisse, par exemple, qu'il soit stérile, par exemple, un moustique qui est porteur du parasite, il va être modifié pour être stérile, et du coup, avec ce système de forçage de gènes, cette modification génétique, il va la transmettre à tous ses descendants, au lieu de transmettre qu'à la moitié de ses descendants, et ainsi de suite, ce qui veut dire qu'en quelques générations, on peut théoriquement modifier toute la population de moustiques dans un environnement naturel. Et donc ça veut dire qu'on en arrive à des modifications génétiques sur des espèces entières, enfin des populations entières, potentiellement des espèces entières. Et là, en l'occurrence, quand il s'agit de rendre des moustiques stériles, ça peut être une arme de destruction massive d'espèces. Alors,
on dit oui, mais c'est pour lutter contre la malaria. Le problème, c'est que ça fait 70 ans qu'on a des techniques miracles comme ça d'extinction de population pour lutter contre la malaria. On l'a fait avant avec des produits chimiques. On n'a pas attendu d'avoir des molécules, des modifications de l'ADN. Et en fait, on se rend compte que les espèces naturelles s'adaptent, que ça modifie les écosystèmes, etc. Donc en fait, on ne peut pas penser ça juste par des solutions miracles qui vont que dans une seule direction, parce que tout est interdépendant. Donc en fait, il y a des ajustements qui vont se prévoir, qui vont se mettre en place et qui sont imprévisibles. On devrait avoir compris qu'on ne sait pas ce qu'on fait, quoi. On devrait avoir compris qu'on ne sait pas ce qu'on fait, mais effectivement, avec les enjeux économiques qui poussent, il y a beaucoup eu d'investissements sur ces technologies-là. On va toujours parler de l'humain. Bon, l'humain, alors. Ouais, parce que c'est tellement vaste comme sujet, c'est vrai que rien que ça, c'est assez vertigineux quand même, les questions que ça pose. C'est fou. Et donc, évidemment, derrière la modification de l'ADN, et tout ce à quoi tout le monde pense, c'est la modification de l'ADN humain, c'est la modification... Qu'est-ce qu'on peut changer chez l'homme avec ces technologies-là, potentiellement? Alors, encore une fois, on peut faire peut-être un petit peu plus efficacement ce qu'on essaye de faire depuis longtemps. Par exemple, tout ce qui est ce qu'on appelle la thérapie génique, c'est-à-dire essayer de soigner les personnes qui sont atteintes de maladies génétiques en modifiant certaines de leurs cellules. Par exemple, les personnes qui sont atteintes de mucoviscidose, on va traiter plus directement les cellules de leur voie respiratoire pour les aider à mieux respirer. L'idée, c'est d'aller réparer le gène qui ne marche pas dans les cellules en apportant un gène qui va bien fonctionner. Soigner la maladie pour soigner la maladie à la source, mais voilà, dans les cellules. Alors, la thérapie génique, ça fait, pareil, un grand nombre d'années qu'il y a eu des investissements importants dedans. Et en fait, c'est extrêmement compliqué parce qu'il faut arriver à toucher bien exactement l'ADN. Et en fait, ce que permet CRISPR, on l'a dit, c'est d'être plus précis dans ce qu'on va cibler. Sauf que là, quand on a un individu qui est vivant, il ne suffit pas d'avoir une technique qui permet de bien cibler, et encore en plus, le fait que si CRISPR cible bien, il y a aussi des problèmes qui peuvent se poser, mais encore faut-il que ça arrive à la bonne cellule et que ça ne touche pas d'autres mécanismes qui ne devraient pas être touchés. Et du coup, en fait, cette potentialité-là, elles sont quand même un peu compliquées parce que techniquement, tout ça, ce n'est pas aussi simple que ce qu'on dit. Et donc, les problèmes qui se posaient pour la thérapie génique jusqu'à présent vont en partie continuer à se poser, y compris avec CRISPR. Mais là où les questions éthiques sont les plus saillantes, on va dire, c'est qu'aujourd'hui, on l'a dit, avec CRISPR, on peut modifier l'embryon. Et donc, on peut aussi, puisqu'on modifie un embryon de porc ou de vache, on peut aussi travailler à modifier un embryon humain. Auquel cas, comme on l'a évoqué, si on modifie l'ADN d'un embryon, on va modifier tout l'individu qui va en résulter, et y compris sa descendance. Donc ça veut dire qu'on va influer complètement sur le développement de l'espèce humaine. Alors d'une certaine façon, oui, c'est une forme d'eugénisme, mais on peut dire qu'on fait déjà, si c'est ça qu'on appelle l'eugénisme, on peut dire qu'aujourd'hui, quand on fait un dépistage en France généralisé de la trisomie 21 chez toutes les femmes enceintes, c'est une forme de politique qu'on pourrait appeler eugéniste. Bon, on peut l'appeler autrement, mais... Donc, ce que ça change, c'est qu'on accélère encore une fois la vitesse et encore une fois, on modifie un ADN sans savoir, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, qu'est-ce que vraiment ça va faire. Alors, d'aucuns disent qu'il faut développer la recherche, etc., pour pouvoir mieux contrôler. Mais pour moi, c'est une question beaucoup plus fondamentale de savoir est-ce que vraiment on a envie de considérer que l'humain est un animal comme les autres, qui doit être au service de l'humain et que l'humain doit continuer à travailler et à faire ce qu'il veut, y compris sur l'ADN de l'humain. Et là, on en vient vraiment à des questions éthiques et morales, pour le coup. Éthique et morale, et même mais aussi des questions environnementales de l'humain. Enfin, c'est notre intégration dans l'écosystème et cet écosystème dont on fait partie, en fait. Parce que c'est pas que moral, c'est l'évolution finalement en 2-3 générations, qu'est-ce que ça a donné. Enfin, c'est aussi ces questions au-delà de la morale. Il y a quand même un gros point d'interrogation à court terme. Non, c'est pas ça. Bien sûr qu'il y a des gros points d'interrogation à court terme, mais je suis complètement d'accord. Mais moi, je pense quand même qu'il peut aussi y avoir des moments où, point d'interrogation, on peut aussi décider que là, ce sont des limites qu'on ne touche pas. Et du coup, ça nous pousse aussi à nous interroger sur est-ce qu'on fait sur l'animal ?
Est-ce qu'il faut continuer à faire ça sur l'animal? Est-ce que vraiment le jeu en vaut la chandelle? Est-ce qu'il n'y a pas d'autre façon? Quand on revient sur ces histoires de cornes, de vaches sans cornes, est-ce que vraiment lutter contre la faim, améliorer la qualité de la nourriture pour le maximum de gens sur la planète, ça passe forcément par une modification génétique des animaux? Parce que tout l'argent, toute l'énergie que la société met dans cette direction-là, évidemment, il ne va pas le mettre dans d'autres formes d'innovation. Et il pourrait y avoir des start-up qui investissent sur autre chose que la modification génétique, sur des nouvelles formes, j'en sais rien moi, d'agroforesterie, de culture, enfin bref, il peut y avoir plein de choses qui peuvent être développées, qui ont besoin de recherche, qui ont besoin d'innovation, qui ont besoin d'investissement, et qui ne passent pas par ces voies-là pour améliorer et tenter d'améliorer ces problèmes d'accès à la nourriture. Et donc malheureusement, on va pas avoir le temps de tout développer, mais les conclusions, vous avez des conclusions à ce débat, à cette première question éthique, parce que quand voilà, les chercheurs de l'INSERM se réunissent pour parler, pour évoquer l'éthique de ça, c'est forcément pour mettre des règles, mais quel cadre pour ces règles-là aussi? Parce qu'il faut, vous l'avez dit, ça se développe tellement vite qu'il faut que les cadres soient internationaux, parce que c'est pas, on peut pas mettre un cadre sur la recherche française alors que dans la Silicon Valley ils font un peu ce qu'ils veulent. Enfin, quel est finalement, est-ce que l'éthique a une chance de se propager aussi vite que le CRISPR-Cas9? Alors, ça fait partie des défis, mais donc là, nous, effectivement, au comité éthique, on a fait un rapport. Ensuite, il y a eu des contacts qui ont été pris au niveau européen, au niveau international. Il y a eu une réunion en décembre 2015 à Washington, lancée par l'Académie des sciences américaines, britanniques et chinoises, qui avait qui avait dit en 2015 qu'il fallait un moratoire sur la modification des embryons humains pour guérir les maladies. Et puis là, ils viennent de rendre un nouveau rapport la semaine dernière, dans lequel ils disent ah ben non, en fait, si on contrôle bien les essais cliniques, on peut autoriser les modifications de l'embryon. Voilà. Donc ça pose un questionnement, parce que on voit bien que derrière ces questions éthiques, il y a aussi des questions économiques. On l'a beaucoup évoqué depuis tout à l'heure, les startups qui se développent, et pas que des startups. Si y a un non, voilà, ça veut dire que ce domaine-là ne va pas se développer économiquement. Mais moi, je reste persuadée que c'est pas parce que l'Académie des sciences américaines prend cette position-là que les académies européennes, que la France, que l'Allemagne et l'Union européenne, etc., peuvent prendre des positions forcément similaires. Parce qu'on l'a bien vu sur les OGM, si on revient sur les OGM, je veux dire, la position de l'Europe sur les OGM n'est pas du tout la même que celle des États-Unis. Et ça a eu une influence au niveau mondial. Voilà, donc ça n'a pas réglé, et il n'y a pas eu de niveau, le même n'est pas le même partout sur l'autorisation, la régulation, etc. Mais on a fait valoir une différence, et qui peut même être, si on se place du strict point de vue économique, quelque chose qui n'est pas un non-sens, parce qu'à partir du moment où on va dire bah non, ces choses-là ne sont pas autorisées en Europe, et ben les Américains qui voudront vendre leur salade en Europe, ils pourront pas la vendre en Europe. Après, il y a les enjeux des traités commerciaux, etc. Mais on voit bien qu'il y a quand même des rapports de force aussi, et politiques et sociaux. Quel modèle social on veut promouvoir, et ça passe aussi par des positions sur les choix des techniques scientifiques. Avant qu'on décide tout ça, la situation actuelle là en France, qu'est-ce qui est autorisé ou interdit dans la... En fait, aujourd'hui, pour le moment en France, il y a une liberté de la recherche sur ça, sachant que la recherche sur les cellules embryonnaires a longtemps été interdite en France, et donc, ou autorisée, mais sous des conditions très strictes. Ça fait peu de temps qu'elle est autorisée, sauf contre-indication, mais que finalement, il y a assez peu de chercheurs qui travaillent vraiment sur ces questions-là, parce que comme ça a été interdit, il y avait une espèce d'insécurité juridique, et que les chercheurs préféraient travailler sur autre chose pour pas se voir interdire la recherche du jour au lendemain, alors qu'ils avaient investi pendant des mois et des années. Donc aujourd'hui, en France, c'est autorisé de faire des recherches sur des modifications sur des embryons, enfin pour la recherche uniquement, bien sûr, mais en pratique, c'est peu fait, voire pas du tout fait. Donc il y a aussi parce que après voilà, il y a aussi des réalités pratiques qui se posent et qu'il ne faut pas négliger. En tout cas, c'est dans les, enfin c'est vraiment un secteur dont on va entendre de plus en plus parler, enfin dans les mois et les années qui viennent. Enfin, c'est ce qu'il faudrait, parce que si on n'en parle pas, ça veut dire que tout ça se fait en douce et que qu'on les laisse faire, et qu'on va se retrouver devant le fait accompli après 10 années de développement dans tous les sens, et ça serait, je pense, pour ce qui est de l'enjeu vraiment politique et démocratique, une catastrophe quand on voit tout ce que ça soulève comme question. Eh ben on a commencé, voilà, on en reparlera.
fera, donc Ouais, c'est clair, il faudra un épisode autant qu'il faut. On va faire un épisode 2 de cette émission, je pense. Bon, bah, déjà, merci beaucoup, Oui. Catherine Bourguin. Et puis, peut-être à une prochaine fois, parce qu'il faudra qu'on en reparle. Et on va finir avec un chien et un harmonica. C'est une petite vidéo d'une photographe qui s'appelle Claire Ahalt. Ça s'appelle « Un garçon et son chien, de la joie pure et de la musique ». Même pas génétiquement modifié. Pas de génétiquement modifié, pas besoin. C'est un peu Belle et Sébastien, en fait. C'est ça, tout à fait. Merci, Encore à la merci, semaine prochaine. à la semaine prochaine.